Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Pour cet épisode, je reçois Corentin Cadieux, spécialiste des DAO et de leur optimisation. Mais nous parlerons ici, dans cet épisode, d'une nouvelle activité qu'il développe, l'accompagnement des startups Web3 pour obtenir des financements sous forme de subventions fournies par des poids lourds du secteur. C'est la première fois qu'il évoque ce sujet, c'est donc une exclusivité pour cet épisode. Merci à lui et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Corentin Cadieux, fondateur et CEO de OX Labs, entreprise accompagnant les startups à se lancer dans le Web3 avec un focus sur la partie financement, optimisation des DAO. Bonjour Corentin, merci d'être là. Comment vas-tu? Bonjour Thibaut, merci pour l'invitation. Écoute, ça va très très bien. Enchanté d'être sur ton podcast et ravi d'échanger avec toi aujourd'hui sur le sujet des grants. C'est un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui dans cette émission, dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous présenter la proposition de valeur de OX Labs, s'il te plaît? Oui, alors OX Lab, il y a deux verticales très différentes sur OX Lab qui correspondent un petit peu en fait au résumé de ma vie dans le Web3, dont je parlerai un petit peu après. D'un côté, j'accompagne des DAO sur mes deux sujets d'expertise qui sont l'engagement des contributeurs au sein des DAO et les étapes pour arriver à un DAO qui est correctement décentralisé. Donc ça, c'est une verticale sur la partie accompagnement des DAO. Donc c'est du consulting classique. Et l'autre partie dont on va parler aujourd'hui, je crois, c'est la partie financement de projets Web3 via des subventions en non dilutif. Donc j'aide des projets Web3 plutôt early stage à récupérer du cash pour pouvoir se développer comme il se doit. Ouais, d'accord, c'est très intéressant. Effectivement, on va se concentrer plutôt sur la deuxième partie que tu évoques, mais la première partie est tout aussi fascinante, je pense, sur l'optimisation des DAO, ce serait vraiment l'occasion de refaire un autre podcast dédié là-dessus. Mais voilà, avant de démarrer dans le cœur du sujet, comment définirais-tu, toi, le Web3 et est-ce que tu vois une adoption se profiler dans les prochaines années? Alors, je vais essayer de faire une définition concise. Il y a 1000 façons de définir le Web3. Le Web3, pour moi, par rapport au Web2, c'est un Internet qui redonne du pouvoir à ses utilisateurs grâce à deux choses. La première chose, c'est de la décentralisation. Et la deuxième chose, c'est de la financiarisation de l'Internet qui permet à ses utilisateurs en fait, de se rewarder quand ils font des actions sur Internet. Ça, c'est pour répondre à ta première question. Et pour répondre à la question de l'adoption, bah, moi, forcément, je suis très bullish sur l'adoption parce que je suis dans l'écosystème et que c'est ma vie depuis pas mal de temps maintenant. Donc j'ai pas vraiment de vision objective. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que je discute avec des VC, donc des fonds d'investissement, tous les jours. Ce sont mes apporteurs d'affaires. Je discute avec des banques, donc la smart money. Et ce que je peux assurer, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a les 2 pieds dedans. Donc, la dernière vague du bull run a apporté énormément d'infrastructures et de choses positives à l'écosystème, même s'il y en avait un petit peu partout. Et je pense que là, le bear market assainit un petit peu tout ça et que la prochaine vague va permettre vraiment une. Là, c'est rentré un petit peu dans les mœurs et dans les esprits des gens et ça va permettre vraiment de créer une adoption assez massive, j'en suis assez persuadé. Ouais, c'est très intéressant d'avoir ce retour-là, toi qui es directement en contact avec des entités, quand même assez puissantes, qui ont des moyens et qui sont déjà dedans, donc ça, c'est assez cool d'avoir ton retour et c'est pour ça que je pose la question du Web3 un peu à tous ceux que j'interviewe parce que finalement, et comme tu le disais, il y a plein de définitions possibles et ça permet de mettre un peu en perspective à chaque fois ce que les gens, ont comme, vision du Web3. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Alors j'ai beaucoup de questions à te poser sur tout ce qui est financement des startups, des projets. Lever des fonds, on le sait, c'est une étape indispensable pour des startups. Mmh. Est-ce que les startups du Web3 ont plus d'options qui s'offrent à elles comparées aux startups du Web2? Donc là, en fait, ma question déguisée, c'est est-ce que la finance décentralisée, est-ce que cette décentralisation peut apporter quelque chose de supplémentaire à ces startups du Web3 ou est-ce que finalement, Web2, Web3, c'est le même niveau, il y a pas vraiment de différence? Ouais.
Je commencerai par répondre à ta question en disant que d'un côté, le pain point un peu qu'on a en tant que builder du Web3, c'est qu'il y a quand même si c'est des activités dématérialisées, qu'on n'a pas de charge de bureau, etc., la barrière à l'entrée, c'est que on a besoin de dev smart contract qui coûte très cher quand on lance une activité Web3. On a besoin de faire des audits smart contract ou avec Certic, ça coûte rapidement 30 000, 40 000 dollars. Donc, ça coûte cher de lancer un projet Web3 correctement. La chance qu'on a en face, pour répondre à ta question, c'est qu'on est dans un écosystème où il y a énormément d'argent. Même si aujourd'hui, depuis qu'il y a ChatGPT et la hype autour de l'IA, les VC font un peu les tournesols par moment et abondent le cash vers l'IA. On a énormément d'argent dans notre écosystème et donc c'est plutôt facile de trouver des fonds pour des builders et c'est ce en quoi je les aide. Euh, et aussi par l'essence même du Web3, c'est assez facile de créer un fonds d'investissement. D'ailleurs, c'est une mode aujourd'hui quand les gens ont un peu d'argent, ils créent un fonds d'investissement décentralisé, que ce soit sous la forme de DAO ou autre. C'est assez facile dans notre secteur. Et du coup, aujourd'hui, il y a 1300 fonds blockchain native, donc qui investissent que dans du Web3 au global. Et donc, ça fait autant de thèses d'investissement, autant de possibilités de se faire financer par X acteurs. Donc, plus d'options, je sais pas, mais en tout cas, on a de la chance d'être dans un écosystème où il y a énormément d'argent, où il y a beaucoup d'acteurs qui nous financent et il y a de l'argent à aller chercher, ça c'est certain. D'accord, et il y a même de l'argent pendant un bear market? Il y a même de l'argent pendant un bear market, je vous l'assure. OK. Alors comment elle marche, l'activité de ton côté? Comment tu as développé ton réseau, ta notoriété au fil des années? Ouais. Bah alors l'activité que je fais aujourd'hui sur la partie financement de projet, c'est une expertise que je ne savais pas avoir. Pour la petite histoire, moi je suis contributeur de DAO depuis assez longtemps, depuis 2017. Donc j'ai été chez Maker, chez Uniswap, Pancake. Suite à ça, j'ai monté une entreprise l'année dernière que j'ai vendue de DAO Tooling. Et nous, on était dans cette situation où on cherchait des fonds pour se développer. Et en fait, mes anciens potes qui étaient contributeurs avec moi dans les DAO se sont retrouvés head of ecosystem ou head of wallet des différents grands providers, des subventionneurs, pardon. Et donc, assez facilement, on a eu beaucoup de subventions qui nous ont permis de scaler très rapidement de 3 cofondateurs à 6-7 personnes. Euh, et donc, je me suis dit, bah, c'est plutôt facile pour moi d'aller choper des subventions. Je vais essayer de faire ça pour des potes. Et du coup, j'ai accompagné 2, 3 potes à faire la même chose et ça a plutôt bien marché de même. Et donc, je me suis dit, bah, cool, je vais essayer de. Je savais pas que j'ai cette expertise, mais en tout cas, je vais en faire un de mes business. Et donc, euh, et donc, c'est comme ça qu'est arrivé, en tout cas, euh, la, cette verticale de mon activité de trouver des subventions aux porteurs de projets. Et comment ça marche en toute transparence? Un projet vient me voir, ils ont besoin d'argent pour se développer. Et le projet peut être très très early avec un MVP tout juste sorti ou une maquette de MVP. Pendant 3 semaines, je revois avec eux l'intégralité de leur dossier de candidature, one pager, pitch deck, leur pitch, les arguments qu'ils doivent donner au blockchain pour être subventionnés. Euh, Après ces 3 semaines de préparation du dossier, moi j'envoie en direct à mes contacts leur candidature. Ça me permet d'avoir des back and forth, des allers-retours très très rapidement avec les providers euh, pour que le dossier avance le plus rapidement possible. Pour les providers pour lesquels je n'ai pas encore les contacts, j'ai des équipes qui s'occupent de les contacter directement via leur formulaire classique qu'on retrouve sur leur site internet. Ensuite, donc ça prend à peu près 2 semaines. Ensuite, il y a 2 semaines pendant lesquelles j'ai des allers-retours avec les différents subventionneurs qui me posent des questions. Ça, je gère pour les entrepreneurs. Et en fait, le seul moment où les entrepreneurs réinterviennent, c'est quand il y a ce call fatidique où le subventionnaire veut rencontrer les entrepreneurs pour leur filer du cash. Donc, c'est un process qui prend à peu près 2 mois. Et en 2 mois, les entrepreneurs ont le cash. Ils n'ont pas besoin de statut. Et ça, c'est très flexible.
Ils ont pas besoin de wallet multisig. Ils peuvent obtenir le cash directement sur leur wallet Coinbase, Ledger, voilà, MetaMask. Donc c'est plutôt très flexible. Et du coup, je l'ai pas dit, mais le non dilutif, ce qui est intéressant, ce sont des donations. Euh, C'est-à-dire que c'est pas comme un fonds qui va prendre des parts de l'entreprise en face du non dilutif. C'est vraiment des dons. Ils prennent aucune contrepartie dans la société. Et pourquoi, vous me diriez, pourquoi est-ce qu'en fait il y a des subventionneurs qui sont prêts à donner de l'argent? Si vous voulez, les subventionneurs, il y a trois types de subventionneurs. Il y a les blockchains, les gros acteurs style Sandbox, Ledger, CoinHouse, etc. Et les DAO de subvention, les grandes DAO. Et eux, ils, en gros, ils arrosent l'écosystème gratuitement en espérant qu'il y ait un porteur de projet qui émerge de ce cash qui a été donné et que ça crée de l'adoption et que ça leur revienne d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ça la philosophie derrière. Et du coup, moi, j'aide les entrepreneurs à aller choper ces différents programmes de subvention. Ouais, c'est super intéressant de Ouais, voir qu'il y a ce canal-là qui est pas forcément, enfin pas exploité, mais on n'a pas vraiment cette vision-là, nous, de la chose, qu'il y a des subventions filées par des gros acteurs et ça me fait penser à une interview que j'ai fait justement hier avec, Géraud Lamazer, je sais pas si tu connais, qui me ouais, disait, totalement. en fait, faut voir un peu les écosystèmes comme des consoles de jeux vidéo et où, ils cherchent quand même à densifier leur écosystème parce que, bah, finalement, plus tu as de jeux vidéo, plus les gens vont acheter la console et en fait, c'est un peu ça l'idée, c'est ils arrosent, et ils savent qu'il y aura des retombées chez eux derrière. Ledger, on sait que, voilà, il y aura des retombées ou des choses comme ça. Mmh, C'est mmh, mmh. très intéressant cette approche et donc toi, tu as réussi à accompagner, combien de projets, depuis le lancement de ton activité? Donc là, ça fait 4 mois que j'ai lancé cette activité-là. J'allais dire 2 mois, mais c'est parce que ça va trop vite, mais ça fait 4 mois et j'ai accompagné une quinzaine de projets. Qui vont de projets vraiment early avec juste une maquette Figma et 60 personnes sur le Discord à des projets qui ont levé 5, 10 millions de dollars. Ah ouais et tout ça en pareil en quelques mois, en 2 mois à peu près, Oui, c'est ça. L'intégralité du process, ça prend 2 mois. Et sur les projets qui ont levé de l'argent, qui ont levé beaucoup d'argent, vous pourriez vous poser la question: qu'est-ce qu'ils viennent chercher, des subventions en plus? Bah, déjà, on n'a jamais trop de cash, quand on monte un projet, ça coûte cher. Et en fait, au-delà d'un accompagnement financier, quand on rentre dans un programme, avec un subventionneur, on a le droit à un accompagnement technique, marketing, biz dev et cetera, qui est aussi hyper valorisant en fait pour un projet qui voudrait s'implémenter sur Tezos ou BNB, etc. Donc il y a des équipes localement chez Tezos qui aident les projets à intégrer Tezos. d'accord. Ouais, j'ai fait quelques petites recherches sur, les programmes de subvention, bah, notamment parce que tu m'avais, un peu aiguillé là-dessus. On peut citer des gens qui donnent des subventions, enfin, notamment Ethereum, Polkadot, Avalanche, Chainlink, Tezos, enfin, voilà, il y en a beaucoup. Est-ce que tu connais les exigences pour obtenir ces subventions? C'est vraiment ton boulot de Mmh, préparer au mieux le dossier. Et est-ce qu'il est facile de présenter des dossiers à ces entités puissantes? On sait qu'ils sont là aussi pour arroser, comme tu disais, mmh. mais est-ce qu'il y a des choses vraiment, sur lesquelles il faut faire attention, des petites subtilités ou des détails que ces grosses, entités, ces grosses structures elles font très attention? Alors, donc déjà, il y a énormément de grandes providers. Il y a à peu près, comme tu disais, il y a tous les layers 1, les layers 2, les grandes DAO, les gros acteurs, comme je le disais. Donc, il y a à peu près 120 programmes de subvention. Moi, je les connais pas tous. J'en connais un gros tiers, presque la moitié aujourd'hui, avec qui j'ai des contacts très privilégiés. Donc, je les connais très très bien depuis un moment. Euh, pour répondre à ta question de leurs exigences, ils sont assez à cheval sur le pourquoi est-ce que vous avez envie d'intégrer telle ou telle blockchain.
Et ils en ont un peu marre des projets qui viennent les voir et qui disent nous on veut intégrer Avax parce que c'est low gas fees, c'est scalable ou je sais les arguments qu'ils ont pu trouver sur internet juste avant. Donc moi c'est une de mes un peu mes expertises, c'est que je leur donne un petit peu les mots qu'ils veulent qu'ils veulent entendre, les bons arguments à l'instant T, parce que eux aussi leur pensée évolue, leur thèse d'investissement évolue en fonction de la conjecture économique. Et donc, je sais, moi, à quel moment ils sont plus en recherche de tel ou tel projet. Donc, je connais leurs exigences. Et ensuite, donc voilà, c'est dur pour un porteur de projet qui a pas mon expertise de trouver les bons arguments à présenter à ces grandes providers. Il faut savoir que le taux de succès annoncé sur leur site internet, c'est de 5 à 7%, donc c'est assez faible. Aussi parce qu'ils reçoivent des dossiers pas très quali, je dois le dire. Et nous, on est plutôt sur du 70% chez OXLab, Bravo. donc voilà. Et une fois que tu es subventionné par un acteur, tu peux pas être subventionné par un autre. Tu peux pas aller chez Avalanche et puis aussi chez Chainlink, quoi. C'est exclusif, non? Ouais, c'est une bonne question. Alors, c'est pas exclusif. En fait, ça va dépendre si le projet est blockchain agnostique. Si le projet est cross-chain ou si il a seulement vocation à être sur une blockchain. Par exemple, un projet qui va avoir qui va être backé sur une collection de NFT, c'est assez difficile de mint un projet de. Enfin, on est assez early sur le mint de NFT sur plusieurs blockchains. Donc, c'est des projets plutôt mono-chain, quoi, non agnostiques. Euh, et du coup, c'est sûr qu'ils sont éligibles à moins de grants. Euh, mais en fonction de ce que veut le projet, mon but, en fait, ma promesse, c'est de maximiser le cash récupéré par les projets. Et donc, imaginons un projet qui vient me voir, qui est backé seulement, c'est une collection de NFT, donc il serait mono, enfin voilà, il serait que sur une chain. Moi, si ça leur va, je fais quand même l'exercice d'envoyer leur candidature au maximum de blockchains. Du coup, ça leur permet, de voir en fonction des retours qu'ils ont, qui seraient les plus à même de mieux les accompagner avec le plus de cash, etc. Donc après, ils peuvent faire leur choix. Et dans un deuxième temps, ce que je peux dire, c'est que c'est peut-être un peu technique, mais les grants, ils sont donnés en plusieurs milestones. Donc, ils sont donnés en 3 fois. Il y a un premier milestone qui est donné quand la blockchain ou le grant provider dit bah ok, nous on veut subventionner ce projet-là parce qu'on y croit. Ils donnent après 50% de la subvention à ce moment-là. Et ensuite, ils vont donner 2 deadlines. Ils vont dire bah, on aimerait que fin juin 2023, ce projet ait vendu tous ses NFT ou que le floor de sa collection NFT soit à temps. Et après, on va vous redonner les 25% restants à une deuxième milestone au Q4 2023 quand il y aura 1000 utilisateurs, 1000 wallets connectés sur le projet. Et donc, ce qu'il est possible de faire, c'est de récupérer un maximum de milestone 1 des grandes providers qui sont OK pour financer le projet. Et si le projet est mono-chain, derrière, d'aller récupérer les milestones 2 et 3 chez les blockchains qui nous intéressent. Voilà. Ah d'accord, c'est super intéressant, Ouais. je me projette là en même temps que je le dis, c'est fascinant pour les projets qui veulent se lancer d'avoir un accompagnement comme ça. Est-ce que, donc tu le disais, tu quand même tu balances à plusieurs entités pour avoir les meilleures, réponses au dossier. Est-ce Mmh. qu'il y a un écosystème qui est privilégié, que tu sens qui est plus facile plus accessible? Est-ce qu'il y a une entité qui est plus pro ou qui est plus facile de convaincre? Ou est-ce que globalement, voilà, comme tu dis, tu envoies je sais pas, à 10 entités et puis finalement tu fais le filtre après, quoi? Ouais. Alors, bon, ça, c'est ma cuisine interne. Je peux pas je peux pas tout Bien dévoiler, sûr, hein, qu'est-ce que mais tu peux dire? ce que je peux te dire, c'est que ça dépend beaucoup du momentum. Mais qu'en tout cas, il y a toujours au moins 2 ou 3 acteurs qui arrosent en continu le marché, qui toute la journée au téléphone lâchent des grants.
Donc moi, effectivement, j'ai l'info, pas toujours. Des fois, j'apprends parce qu'il y a énormément de programmes de grant aussi qui naissent au quotidien. Mais du coup, pas d'écosystème privilégié. Je suis en bon contact avec tous les écosystèmes, mais je vais m'adresser plus à tel ou tel écosystème en fonction du momentum et de la conjecture, parce que je sais qu'ils sont dans d'une phase, un cycle où ils peuvent se permettre de lâcher du capital. Euh, et donc non, non, voilà, moi, une de mes promesses, d'envoyer à tous les providers, d'être en relation, de mettre en relation le projet avec tous les providers existants sur le marché, mais pas forcément d'appétence pour tel ou tel écosystème. Mmh. OK. Mm. Ouais, c'est un appel d'offres global, mais, OK. Et Exactement. l'un de tes enjeux aussi, c'est de comme tu disais, il faut savoir parler avec ces entités-là, il faut connaître leur langage, il faut savoir quoi mettre en avant, si ce n'est les 2 arguments, classiques qui sont déjà sur leur site internet, ils veulent un peu plus. Donc il y a un vrai enjeu pour toi de t'entourer quand même d'un petit peu des experts des différents écosystèmes Ouais. pour connaître aussi ça. Parce que, je veux dire, toi, tu as aussi 24 heures dans une journée, c'est très compliqué de se mettre à jour sur les écosystèmes. Tu as aussi dans ton réseau, j'imagine, des relais, sur les différents écosystèmes qui peuvent t'aider pour comprendre les avantages de chaque écosystème? Bah, oui, oui, complètement. Moi, je suis très connecté ou directement avec le head of wallet ou écosystème qui gère l'attribution des grants au projet pour le grand provider. Et quand je suis pas directement connecté avec ce gars-là, j'ai forcément un point d'entrée ou par voilà, mes activités passées. En tout cas, comme je disais aujourd'hui, je suis au quotidien avec un gros, gros tiers de ces grands providers. Et moi aussi, mon taf aujourd'hui, c'est de rencontrer tous les providers de l'écosystème pour nouer des relations solides. Et en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est un win-win pour eux aussi, parce que c'est hyper chronophage pour une équipe grande, chez un Tezos ou chez un BNB, chez un Polygon, de filtrer X projets qui tombent tous les jours, des candidatures qui voilà, qui sont pas au bon format, des gens qui mentent sur le nombre de followers qu'ils ont sur Twitter, sur Discord, sur leur background. Tout est checké. Et pour eux, c'est chronophage. Enfin, c'est beaucoup de temps homme. Et du coup, ils savent qu'en passant par moi, voilà, le dossier est bien fait, etc. Donc c'est un win-win. Eux, ça leur permet de passer moins de temps sur les candidatures et d'avoir des candidatures au bon format avec le bon contenu qui leur permet de trier rapidement oui, non. Donc voilà, on travaille main dans la main. Tant qu'il y a du cash, je pense que ton activité va bien se développer. En tout cas, c'est super intéressant. Bon, le côté Web3 notamment, alors là, on bascule sur un autre sujet un peu. Il y a beaucoup de projets qui se lancent un peu en open source forcément Ouais. dans le Web3. Mm. Ça implique des challenges un peu supplémentaires car bon, le code, on sait, il est accessible, on peut vite se faire copier, avec des gens qui ont des intentions, douteuses et qui ont des équipes beaucoup plus fournies et qui peuvent, prendre de vitesse certains projets. Comment faire pour se couvrir et éviter que un projet soit vampirisé par un autre acteur opportuniste? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Tu as des Ouais. éléments ou pas du tout? Ouais, ouais, là-dessus, c'est plus mon expérience d'entrepreneur qui va parler. J'en parlais avec un ami qui se lance, c'est marrant, la semaine dernière. Et il me disait, voilà, j'ai envie de rencontrer d'autres entrepreneurs, faire un peu du participatif et parler de mon idée, mais j'ai peur de me la faire, comme tu dis, vampiriser. Alors, déjà, je vais citer l'archevêque, le boss de Ledger, qui a dit sur qui va être mon associé. Bon, les gens pensent ce qu'ils veulent de cette émission, mais qui a dit que c'est plutôt une bonne chose de se faire voler son idée. Moi, je serais pas aussi extrême, mais je pense que quand on voit un acteur qui se lance sur le même produit que nous, ça veut dire deux choses. Déjà, le market fit, il est validé. Aujourd'hui, on est dans un monde globalisé. Il y a un boulevard pour chaque opportunité. Et donc, c'est pas parce qu'il y a un autre acteur qu'on va perdre des parts de marché. Donc, c'est que ça valide un marché en général. Et si le mec est plutôt un peu en avance, ça lui permet d'enfoncer des portes pour vous, du style des portes légales ou des portes technologiques,
qui vous permettent après derrière d'avoir le confort, une fois que ça a été fait une fois, de pouvoir suivre ces traces. Donc de ce côté-là, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de se faire voler son idée parce que ça valide un certain nombre de choses en tant qu'entrepreneur. L'autre chose que je pourrais dire, c'est que un projet entrepreneurial, c'est 20-30% l'idée, 70% l'exécution en fait. Si demain tu prends une bière avec un pote et que moi mon pote il me pitch Uber ou il me pitch Airbnb, à aucun moment je vais tout quitter mes projets perso pour me dire bah, je vais essayer de lui voler son idée, lui vampiriser son idée derrière lui et me lancer à faire un Uber. Alors déjà les gens ont leur sujet du moment. Donc même s'ils peuvent trouver qu'il y a une opportunité, de là à tout lâcher, il y a un monde. Et après, faut être motivé autant que l'initiateur de l'idée euh, et faire une bonne exécution voilà, pour vampiriser l'idée de quelqu'un. Donc il y a eu des cas dans l'histoire. En tout cas, moi, ma vision là-dessus, alors, je pense qu'il y a plusieurs écoles, mais c'est plutôt de faire l'entrepreneuriat participatif dès qu'on a une idée, en parler un maximum autour de soi pour que l'idée elle évolue en fait avec sa communauté ou ses clients. Parce qu'au final, c'est toujours les clients qui choisissent quel business va fonctionner. Donc moi, je suis plutôt de l'autre côté du spectre à parler au maximum d'une idée de business dès que je l'ai. D'ailleurs, comme je fais aujourd'hui en toute transparence sur la cuisine interne de Wix Labs. Non, non, le côté open source, au contraire, ça permet, la philosophie derrière, c'est que chaque dev apporte un petit peu sa brique à un édifice et de faire des projets hyper scalables. On le voit avec Open IA aujourd'hui, etc. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. D'ailleurs, il y a quelqu'un, je sais plus qui m'avait dit ça ou si c'est une ressource que j'avais trouvée sur internet qui disait que, ton idée, faut pas la garder que pour toi, éternellement parce que de toute façon sinon ça n'avancera pas et par contre, si tu as une bonne idée, et que quelqu'un te grille la enfin, te prend de vitesse, c'est que quelque part tu n'as pas mis l'énergie suffisante pour la développer toi, de ton côté et il y a eu un loupé, en fait. Mais, au contraire, ils incitaient à partager au maximum et de se lancer à fond, quitte à ce Mmh. qu'il y ait d'autres acteurs et une concurrence peut-être saine, mais que c'était plus intéressant que de garder ça dans son coin et de pas avancer. Donc, OK, bah, ça rejoint un peu ton avis, très intéressant. Mmh. Alors, au sein de d'OX Labs, en moyenne, les montants de financement que tu arrives sur les différents dossiers dont tu as parlé, en moyenne, hein, on est sur quelques milliers, quelques dizaines de milliers? C'est quoi l'ordre de grandeur vraiment? Et que moi, j'apporte au projet. Bah, Euh, que tu arrives à faire, les subventions que tu arrives à obtenir pour tes projets, Ouais, pour les projets que tu là en accompagnes. fait on est vraiment au bottom du bear market. Ce que je peux vous donner, c'est en toute transparence les derniers chiffres de décembre et janvier là, la moyenne elle est de 15 000 $. OK. Donc il y en a, ils me diraient c'est des cacahuètes. C'est peut-être des cacahuètes pour certains projets, mais pour d'autres projets, ça leur permet de quitter leur taf pour voilà, avoir le luxe de se mettre full time sur un projet, de recruter des freelances, des devs. Donc voilà, ça dépend de la taille du projet, mais ça peut être quand même un bon coup de fouet. Là, c'est ce que nous on arrive à choper en moyenne parce qu'on est au bottom du marché. Euh, mais mais ce que je peux vous dire, c'est que en bear market, l'année dernière, c'était plutôt du 200-250 000 balles par projet. Voilà, dès que le marché reprendra des couleurs, il y aura plus de cash chez tous les providers et donc il y aura voilà un montant moyen plus important. Mais voilà, les 15 000, là il y a quand même de l'argent à aller chercher et 15 000 c'est une moyenne. J'ai des projets qui prennent 50 000 avec peu de traction aujourd'hui. Oui, il faut pas Voilà ce que je. s'arrêter au cycle, quoi. Faut pas se dire: «Bah, j'attends un an, pour attendre qu'il y ait plus de cash et que pour que j'ai plus, 50 000 mais que j'ai, 200 000». Ouais, Enfin, ouais, c'est mon tu avis tiens une là-dessus. année, quoi, c'est énorme. Ouais, mon avis là-dessus, c'est que on me pose souvent la question, est-ce que ce serait pas mal d'attendre le bull market? En fait, là, on est en bear market.
depuis un moment et il y a moins de personnes qui postulent à des grants et il y a moins d'argent en face, mais il y a aussi moins de candidatures. Donc l'un dans l'autre, ça s'équilibre pas mal. Surtout qu'il y a pas mal d'acteurs malheureusement qui sont morts parce que ils avaient déjà un gros cash burn, beaucoup de salaires à payer tous les mois et que voilà, ils ont pas tenu le coup. Donc c'est pas forcément évident d'attendre. Moi, je suis pas sûr. J'espère, mais je suis pas sûr d'avoir un success rate aussi important en bull market. Parce qu'il y a plus de projets de merde, scamish, et il y a beaucoup plus de volume. En tout cas, moi, je me le souhaite de pouvoir avoir autant de taux de succès, mais là, les projets que je vois, c'est plutôt qualitatif. Et voilà, les providers, ils sont super contents de voir qu'il y a des gens qui build en bear market et du coup, ils sont plus à même de leur filer du cash, quoi. C'est totalement cohérent comme approche. Le beer peut être finalement plus opportun pour certains projets. Mmh, mmh, mmh. Quel est ton plus gros challenge, dans ta mission d'accompagnement? C'est quoi la grosse barrière que peut-être tu as déjà levée ou que tu vois arriver? Voilà, c'est quoi le gros challenge que tu as eu à relever? Ouais, moi, mes challenges, bah, déjà, il y a un challenge pour mes clients. Moi, mon but, c'est de maximiser le cash qu'ils récupèrent en passant par mes services. Et donc, voilà, mon challenge, c'est de me tenir informé tous les jours, à l'instant T, du nouveau programme de grande qui sort. Il y en a qui fonctionnent par cycle. Donc, d'être le premier à candidater à tel cycle pour mes clients, etc. Donc, ça demande une veille permanente. Ça c'est mon premier gros challenge et de continuer à tisser des bonnes relations avec les différents compte providers. Mon deuxième challenge, ça c'est plutôt pour moi ma tambouille interne, en toute transparence, c'est que c'est une de mes promesses aussi. Il y a 120 programmes de grant aujourd'hui, comme je vous le disais. Chaque candidature, ça prend entre 30 minutes et 1 heure. Donc moi, ça me demande énormément de temps homme. J'ai des équipes pour ça. Mais en gros, ça me coûte très cher par client. Moi, je me rémunère comme un broker au success fees. Je prends un pourcentage des subventions levées, on n'en a pas parlé, et je prends un petit peu de cash upfront aussi pour payer mes employés. Mais en gros, un des challenges que j'ai, c'est que, et c'est une des promesses que je fais à mes clients, c'est que je leur sous-traite 90 heures minimum de temps vraiment fastidieux à remplir des formulaires. Donc ça, c'est mes équipes qui le font. Et en gros, j'aimerais être le plus sharp possible, continuer à affiner ça, à affiner mon expertise et mes connaissances sur l'ensemble des grandes providers pour me dire, ah bah là, il y a un projet de DeFi, plutôt que le balancer à 120 grandes providers. Je sais qu'en ce moment, eux, ils ont une thèse d'investissement DeFi, mais ça les intéresse plus parce qu'ils ont trop donné de cash ou que voilà, ils ont dépensé trop d'argent en sponsorisant la Formule 1 ou une équipe de Mmh. foot. Euh, et donc, moi, ça me permet de dire à mes équipes, bah, plutôt qu'envoyer 120 applications, la candidature, on va en envoyer 60. Et du coup, ça me fait une réduction en temps homme et en coût qui est énorme pour moi. Donc, je bosse pas mal là-dessus, mais ça demande encore une fois plus de veille, des relations avec plus de providers. Et du coup, ça, c'est un vrai challenge pour moi en interne. Ouais, ouais, j'imagine. Bah, ouais, ça va être tout le challenge des années à venir. Tu y es que depuis quelques mois, donc Ouais, ouais. tu as encore le temps de t'améliorer, il y a aucun problème. En tout cas, c'est incroyable, c'est passionnant, moi, je trouve ce sujet. Est-ce que bah, on arrive à la fin de l'interview, est-ce que tu as une dernière chose à rajouter, à partager à l'audience, une échéance qui arrive, quelque chose que tu veux mettre en avant? Voilà, tu as temps libre pendant 2 minutes si tu veux mettre quelque chose en avant. Ouais. Bah, déjà pour parler un petit peu de la suite, d'OXLab, sur la partie conseil, DAO et subventions. Hem, Là où, jusqu'à maintenant, je faisais plutôt plus de conseils que, de grants, j'ai énormément de demandes pour les subventions parce que c'est compliqué aujourd'hui d'aller choper, de l'argent auprès des VC ou des private equity parce que, eux aussi, ils sont dans un marché en récession et qu'ils sont un petit peu plus frileux forcément, à filer du cash. Donc, moi, pour le futur de OXLab, j'essaye de scaler cette partie-là de grants
de subvention qui est plus scalable que du consulting où tu échanges du temps contre du chiffre d'affaires. Donc voilà, je vais continuer à développer cette activité-là, à l'automatiser, et à côté de ça, le consulting, moi enfin là, je suis fan des DAO. Du coup, j'ai envie de continuer à accompagner les projets là-dessus, mais je vais être plus picky, je vais plus choisir un petit peu mes sujets. Donc, je vais continuer à faire du consulting parce que c'est ce qui me fait c'est ce qui me fait le plus kiffer, sur la partie DAO. Heu et donc voilà, je vais continuer à faire du consulting là-dessus, mais peut-être sur un autre format. Là où j'accompagnais des DAO sur 3-4 mois, je suis en train de mettre en place des power hours. Donc, les gens me bookent 1 heure dans mon agenda pendant 1 heure, ils viennent avec leur liste de questions. J'y réponds avec le maximum de valeur. S'ils sont pas contents, c'est remboursé. Ça, c'est une promesse commerciale. Et du coup, voilà, ce format-là, ça me permet de voir plus de choses, plus de projets. Je vais continuer à accompagner des projets sur le long terme, bien sûr. Mais voilà, du coup, si ça parle à des gens, qu'ils n'hésitent pas à booker un call sur mon site. Et ce que je voudrais dire aux builders Web3 de l'autre côté, c'est que vous êtes dans un écosystème où il y a énormément d'argent à aller chercher. Même si voilà, 15 000 $ aujourd'hui, ça vous semble peut-être pas énorme. Demain, ce sera beaucoup plus. Et ces 15 000 $ pas sur un projet, mais ils arrosent beaucoup de projets. Donc, c'est quand même un gros coup de pouce aujourd'hui. D'un côté, on a trop peu de builders qui connaissent l'existence des grants, qui savent faire un dossier correct. Et donc, quand ça arrive chez le grand provider, en général, voilà, je disais, il y a un success rate de 5 à 7 en candidature directe sur les sites. Et de l'autre côté, on a les providers qui reçoivent des candidatures dégueulasses. Ils ont un deal flow dégueulasse avec beaucoup de volume. Et ils n'arrivent pas à arroser l'écosystème autant qu'ils le souhaitent parce qu'ils ont l'impression que les projets ne sont pas assez quali parce que la candidature est pas top. Donc voilà, j'allais dire de mes services, mais profiter d'être dans un écosystème où il y a de l'argent pour aller en chercher. Il y a de l'argent à aller chercher, je vous l'assure. Et voilà, ça vous permet de financer, comme je disais, un audit smart contract chez Certic à 30 000 $, qui est mandatory pour moi pour un projet de NFT aujourd'hui qui veut être crédible, Mmh. voilà, recruter des devs, etc. Ouais, tu es l'intermédiaire qui remet un peu tout en ordre et qui donne une situation, gagnant-gagnant, des 2 côtés, donc c'est très intéressant. En plus, C'est dans ça. l'audience, je pense qu'il y a quand même pas mal de builders, il y a pas mal de CEO, que j'ai interviewés, donc qui suivent et qui peuvent être intéressés par ça. C'est quoi le plus simple pour te contacter? C'est donc le site internet, hein, c'est ça? Plutôt LinkedIn, LinkedIn? Corentin Cadieux. Je sais pas si tu aurais moyen de le mettre en description du podcast? Ouais, je vais mettre, dans les liens, je vais mettre ton site et ton LinkedIn, comme ça Super, les bah gens pourront nickel. te suivre. Nickel, Voilà. ouais, voilà, c'est le plus pratique. Et pour finir, du coup, pour rejoindre ce que tu disais, je bosse sur une autre verticale. C'est que je bosse avec des blockchains aujourd'hui, des programmes de grant qui me outsourcent directement leur pipe de candidature. Et du coup, ils me font confiance pour leur envoyer tout leur deal flow de grant cleané et pas des candidatures voilà, moches. Et donc, voilà, s'il y a également des grands providers intéressés dans le tas. Ouais, Enfin, c'est une des verticales sur lesquelles je bosse pour OXLab aujourd'hui. C'est plus du B2B du coup, mais ouais. voilà, ça fait partie du futur. Waouh! Bah, du coup, il y a pas mal de choses, en fait, hein? Il y a pas mal de choses, tu es multicasquette. En tout cas, c'était un vrai plaisir, Corentin. J'ai appris plein de choses et c'est quelque chose qui me passionne. J'aurais, vraiment, plaisir à te réinterviewer peut-être pour ta partie DAO, dans Ouais, quelques mois quand tu auras un peu de temps. Merci Corentin, merci à toute l'audience. Salut à tous! merci énormément pour l'invitation et à très vite. Merci, ciao.